effectivement, j'ai été avocat avant d'être, depuis aujourd'hui 3 ans, marchand de biens. Ça m'a amené également à avoir une appétence, une spécialité sur les accidents du travail et les poursuites pénales qui étaient faites contre l'employeur à la suite d'un accident du travail, souvent et parfois mortel. Un homme de 57 ans et un jeune de 20 ans sont tragiquement décédés sur le coup lors d'une intervention sur un poteau électrique. Et il s'avère qu'ils ont accédé à un poteau avec une ligne qui était encore sous tension. Et donc forcément, l'électrocution était immédiate. Et j'ai eu un deuxième comme ça, cas un peu marquant, où là aussi il y avait eu un décès d'un jeune ingénieur de 27 ans. Son vêtement s'est pris dans une machine et l'a amené à être écrasé par cette machine en très peu de temps. Ça m'avait particulièrement ému que cette dame, alors qu'elle avait perdu son enfant et que j'intervenais pour l'employeur de son enfant, était venue me voir en me tenant ces mots-là. Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission sur la chaîne du Revenu. Aujourd'hui, je reçois monsieur Bertrand Salmon. Bertrand Salmon a 53 ans, il vient nous voir de Nantes ce matin. Et Bertrand est aujourd'hui marchand de biens dans l'achat-revente de biens immobiliers, mais il a exercé pendant 21 ans en tant qu'avocat en droit du travail et il va nous raconter durant cette émission beaucoup d'anecdotes au cours de sa carrière. Bertrand, comment ça va ? Bonjour Cédric, merci pour l'invitation, ça va très bien. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'être avec nous ce matin. Je vous ai présenté sommairement Bertrand. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu plus longuement pour nos éditeurs ? Ok, avec plaisir. Donc 53 ans, effectivement, marié, 2 enfants, originaire de Nantes. Et effectivement, j'ai été avocat avant d'être, depuis aujourd'hui 3 ans, marchand de biens et également dans l'entrepreneuriat de manière un peu générale. Donc, pour vous présenter brièvement sur mon parcours, moi je suis originaire de Nantes, j'ai fait mes études de droit à Nantes et j'ai basculé sur la fin de mes études sur le droit du travail pour une raison assez simple. Pour moi, le droit c'était un peu obscur et pas très incarné. Et comme je travaillais l'été dans une imprimerie, en 3-8, il y a eu une grève une année et là j'ai vu que finalement le droit ça pouvait s'appliquer de manière concrète et réelle. Donc c'est comme ça que j'ai basculé sur le droit du travail sur un 3e cycle, à l'époque ça s'appelait un DEA, et qu'ensuite j'ai poursuivi, puisqu'à l'issue de ce DEA, on m'a proposé de faire une thèse, ce que j'ai accepté, de faire des cours, ce que j'ai accepté, et donc une fois ces cours effectués en droit du travail et en droit pénal, j'ai soutenu ma thèse, et je suis devenu avocat en rentrant à l'école d'avocat. Donc ça parlera aux étudiants en droit qui nous écoutent, mais vous êtes assez rapidement devenu ce qu'on appelle chargé de TD. Donc c'est des travaux pratiques, je crois. C'est ça. Et vous aviez quasiment le même âge que vos élèves, entre guillemets. Effectivement, j'ai commencé, j'avais 23 ans, eux avaient 20 ans. Donc ça, c'était ma première année en droit pénal. Et l'année suivante, on m'a proposé de faire des TD en droit du travail. Et j'avais 1 an de plus, et eux aussi, puisqu'ils étaient en licence. Donc voilà. Et ensuite, une fois que j'ai fini mon doctorat, là, on m'a proposé d'être chargé de cours sur des Master 2 en 5e année, ce que j'ai donc fait pendant plus de 20 ans également. Voilà. Ok. Et alors, c'est marrant parce que vous dites que tout est parti en voyant un mouvement de grève, donc une application très concrète finalement C'est ça. du métier que vous avez exercé pendant 21 ans. C'est pourquoi c'est le fait d'avoir été confronté à cette réalité qui vous a donné envie de faire ça. Exactement. Moi, je faisais des études de droit. J'avais vaguement l'idée d'être avocat, mais c'était pas encore précis, etc. Et les cours de droit étaient très abstraits pour moi. Et il a fallu que cette rencontre un peu concrète pour me dire, tiens, ça m'intéresse. Alors même que j'avais pas pris cette spécialité durant mon cursus. J'ai basculé sur cette spécialité à la fin de mon cursus. Voilà. Alors, vous avez été chargé de TD, vous m'avez expliqué quand vous aviez 23 ans et vos étudiants 20 ans. Puis après, vous êtes devenu chargé de cours. C'est ça. Donc là, pour expliquer à nos auditeurs, c'est-à-dire que ce n'est plus des travaux pratiques en petits groupes, c'est vraiment des classes avec des 5e années et des étudiants en droit. Exactement. En fait, en tant que professionnel, on est sollicité pour intervenir auprès des étudiants, pour leur faire part de notre application pratique au quotidien comme praticien. Et donc, c'est comme ça que j'ai fait des séminaires dédiés sur le droit pénal du travail, parce que c'était l'une des branches sur lesquelles, en matière de santé et sécurité au travail, j'ai été spécialisé de part de la thèse que j'avais faite, et puis sur le droit du travail en général, sur des thèmes précis. Donc, on vient passer 2 heures devant des étudiants de 5e année pour leur transmettre un peu l'application pratique au quotidien chez des professionnels.
Et alors, après toute cette période d'études qui a été riche et d'enseignement, vous avez commencé votre carrière au début des années 2000 dans un cabinet qui a vite grossi. Vous allez nous l'expliquer. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur les débuts de votre carrière ? Oui, bien sûr. Alors, une spécificité, c'est qu'en un mois, ma vie a un peu basculé, puisque entre le 15 janvier 2000 et le 15 décembre 2000, pardon, et le 15 janvier 2001, je me suis marié, j'ai soutenu ma thèse, je suis rentré à l'école d'avocat et je suis rentré pour un stage de découverte de 15 jours au sein d'un cabinet qui s'appelle CVS à Nantes. Donc autant dire que l'année 2001, vous vous en souvenez ? Ouais, exactement. Et j'ai eu la chance de tomber auprès d'un avocat auprès duquel j'ai fait mon stage et j'y suis resté plus de 21 ans dans ce cabinet et à travailler avec cet avocat durant plus de 10 ans. Et donc voilà comment ma carrière professionnelle a commencé au sein de ce cabinet qui à l'époque était sur Nantes et Paris, comptait à peu près une vingtaine d'avocats. Et lorsque j'ai arrêté fin 2022, début 2023, il y avait 250 avocats, on était 250, plus de 300 avec les supports sur 6 bureaux en France, Nantes, Paris, Lille, Bordeaux, Lyon et Rennes. Voilà. Donc c'est un gros cabinet, parce que peut-être que nos auditeurs ne se rendent pas compte. Il y a de très gros cabinets en France et dans le monde, mais autant de collaborateurs, ça fait quand même un joli cabinet. Il y a des gros réseaux qui sont plutôt internationaux, qui ont des antennes. En matière d'avocats, là, le classement est autour du 10e cabinet d'avocats en France. Donc c'est un cabinet qu'on appelle full service, dédié aux entreprises, donc avec que des avocats spécialisés dans leur domaine. Et moi, j'étais donc en droit du travail qui s'appelle droit social. Et il y avait toute une équipe sur Nantes, sur Paris, enfin dans chaque ville. Et on était donc des équipes assez conséquentes pour intervenir notamment auprès d'entreprises, petites, moyennes et grandes, voire des groupes. Voilà. Vous avez parlé de droit social. Est-ce que pour les non-initiés, vous pouvez nous expliquer la différence entre avocat en droit social et avocat en droit du travail? Bien sûr. Droit social, c'est l'appellation générique. Et dedans, on a le droit du travail d'un côté et le droit de la protection sociale, de la sécurité sociale de l'autre. Donc, c'est tout ce qui touche l'environnement du salarié, à la fois sur son travail au quotidien, mais également sur sa protection sociale, les mutuelles, la prévoyance, l'intéressement, etc., etc. Et donc vous êtes spécialisé assez rapidement sur deux aspects du droit du travail, donc la partie contentieux prud'homme, et ensuite la partie droit pénal du travail. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous définir un petit peu ces deux aspects d'expertise que vous aviez? Bien sûr. Donc moi, je suis rentré pour faire du conseil à l'origine. Et puis, l'avocat qui s'appelle Jean-François Martin, auprès duquel je travaillais, était plutôt spécialisé en contentieux. Et j'ai pris le goût du contentieux. Donc, ce qui m'a amené à voyager un petit peu partout en France, parce que nos clients, certes basés dans l'Ouest, avaient des antennes un peu partout. Et ils pouvaient avoir des contentieux à Marseille, à Lille, à Strasbourg, etc. Et donc, j'ai effectivement eu beaucoup d'activités en matière contentieuse, au prud'homme, avec des dossiers intéressants et deux ou trois assez marquants. Et puis, sur l'aspect droit pénal du travail, donc je faisais également du conseil aux entreprises, donc, par exemple des plans de sauvegarde, quand il faut faire des réorganisations. Et puis, sur l'aspect droit pénal du travail, effectivement, j'ai fait une thèse sur le droit de la santé et sécurité au travail. Et donc, ça m'a amené également à avoir une appétence, une spécialité sur les accidents du travail et les poursuites pénales qui étaient faites contre l'employeur à la suite d'un accident du travail, souvent et parfois mortel. Avant qu'on aborde un petit peu les cas marquants que vous avez traités dans votre carrière d'avocat, ça m'inspire une question. On dit souvent que le droit du travail, c'est alourdi. Oui. Je voulais avoir votre avis sur la question. Paraît-il qu'on est passé de 3000 à 6000 pages en quelques années. J'exagère peut-être un peu, mais votre regard sur ce droit du travail, ce code du travail. Vous n'exagérez pas du tout. Et pour tout vous dire, ça participe de mes décisions au bout d'un moment de faire autre chose. Parce que, effectivement, c'est un empilement de normes. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en droit français, vous avez des lois, des décrets, etc. Et il y a une tendance du juge français à mettre des lois et des décrets pour définir dans le moindre détail tout ce qui se passe. Et effectivement, aujourd'hui, on est sur une inflation législative qui fait que, même moi, après 20 ans, le cursus que j'avais, etc., l'humilité amène à dire qu'on ne peut pas tout savoir et qu'il faut toujours revérifier. Et quand on arrive à ce stade-là, bon, c'est qu'il y a un petit sujet, un petit souci quelque part, voilà, de mon point de vue. Donc au final, c'est un peu contre-intuitif. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire, plus il y a de normes, plus c'est encadré, mieux c'est. Au final, ça alourdit le travail du législateur, la jurisprudence, et derrière, ça vient compliquer les choses finalement pour les salariés et les entreprises. C'est un vaste débat, mais effectivement, avec des antagonistes d'un côté et de l'autre, les positions peuvent être conflictuelles alors que ça ne devrait pas être le cas. Et
de manière générale, je pense que la simplicité, c'est toujours ce qu'il y a de mieux. Donc, la simplicité, c'est pas l'inflation législative. Moins, c'est mieux, comme on dit des fois. Exactement. Et ça laisse l'interprétation aux juges, notamment, avec de la souplesse et pas des encadrements plus. Voilà. En 21 ans de carrière, en tant qu'avocat en droit du travail, vous en avez vu quelques-unes, oui. des vertes et des jaunes, oui. Comme on dit, Bertrand. Il y a des cas marquants sur la partie contentieuse. Vous avez notamment défendu les intérêts, les droits d'une entreprise face à un ancien dirigeant. C'est une histoire assez rare quand même pour qu'on la souligne. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus ? Oui, effectivement, j'ai 2 cas en tête un peu marquants que j'ai eu à gérer. L'un d'entre eux, c'était par exemple un ancien directeur d'une mutuelle qui était parti en rupture conventionnelle avec une indemnité de 250 000 €. Il avait peu de temps avant licencié son DAF pour des raisons X et Y. Et lorsque le DAF a fait un recours au prud'homme... Donc, DAF, pour nos auditeurs, directeur des affaires administratives et financiers, tout à fait. Et il avait produit une attestation en la faveur du DAF qu'il avait lui-même licencié. Donc, l'entreprise était un peu surprise de voir son ancien patron produire une attestation en faveur du salarié qu'il avait pourtant lui-même licencié. Et donc, il y a eu un contentieux contre ce salarié en disant « Vous êtes parti en rupture conventionnelle de manière amiable. Il y avait une obligation de loyauté inscrite noir sur blanc à l'occasion de votre départ. On considère que ce n'est pas vraiment très loyal ce que vous avez fait, alors que c'est vous qui avez vous-même fait le licenciement. » Et le Conseil de prud'homme a suivi cette argumentation et a condamné le salarié à rembourser les 250 000 €. Donc, ce patron a dû rembourser ses indemnités de départ, soit la modique somme de 250 000 €. Exactement. Ça, c'était le jugement de première instance. Oui. Tout allait bien avant qu'il y ait un recours en appel, et la Cour d'appel a dit absolument pas. Bon. Donc, voilà comment on peut passer du noir au blanc sur un cas précis qui était celui-là. Donc, j'imagine que vous, qui défendiez les droits de l'entreprise contre cet ancien dirigeant, ce recours en appel, cette décision de justice, vous en étiez assez déçu. Exactement, assez déçu pour des raisons d'interprétation, tout simplement, là où le bon sens peut parler de lui-même lorsque j'évoque la manière dont les choses se sont faites. Donc voilà ce premier exemple qui était intéressant d'un côté, qui l'a été moins sur la fin. Et j'ai eu à connaître un deuxième cas aussi, un peu de cet ordre-là, même beaucoup plus de cet ordre-là, puisque là, il s'agissait du directeur général d'une coopérative qui était en cours de rachat par un gros groupe pour lequel j'intervenais. Et il s'est avéré que ce directeur avait compris qu'il ne resterait pas et a préféré mettre en avant ses intérêts, à trancher d'abord avant le rachat de sa société, de la coopérative elle-même. Donc, j'imagine, il a mis des bâtons dans les roues de la procédure pour défendre ses propres intérêts. Exactement. Dans le cadre de ce rachat où le vent tournait un petit peu contre lui. Exactement. Et à tel point qu'il a démontré une intention de nuire en réalité à son employeur, de sorte que son employeur a dû le licencier pour faute lourde, c'est-à-dire sans indemnité, et en mettant en évidence cette intention de nuire. Forcément, il a fait un recours contre cette décision. On était devant le Conseil de prud'homme de Lyon. Et il s'est prévalu de 2 contrats de travail, un qu'il avait en France et un second qui est sorti un peu du chapeau, qui s'est fait octroyer un peu en douce, faut le dire clairement les choses, aux États-Unis pour faire exactement la même chose. Donc, il ne travaillait pas la nuit et le jour. Et au détriment du conseil d'administration de la coopérative agricole qui l'avait embauché. Donc, devant cette surprise, il a fait un contentieux sur le cadre de ces 2 contrats de travail, et le Conseil de prud'homme, après 3 audiences, 4 heures de plaidoirie, etc., 32 pages de jugement, a considéré que 1, son licenciement était valable, que 2, il n'avait pas le droit aux indemnités au titre de son contrat de travail français, et que 3, au titre de son contrat de travail américain. En droit américain, donc il y avait une avocate de New York qui était présente à l'audience, qui était venue, qui avait travaillé sur le dossier, parce qu'on est en droit américain. Ça ne doit pas être commun. Pas commun du tout. Ouais. À ma connaissance, ça n'arrive pas tous les jours en France. Et en droit américain, c'est si le contrat n'avait pas lieu d'être, il faut rembourser. Donc il était condamné à payer $1 million à rembourser. $1 million. Voilà, à son employeur. Ce qui incluait, j'imagine, à la fois des indemnités. C'était tous les salaires versés au titre du contrat de travail américain. Ah oui. Et au titre du contrat de travail français,
débouté de toutes ces demandes, le licenciement était justifié pour faute lourde. Sauf que là, en deuxième instance, là encore, ça ne va pas se passer comme vous l'imaginiez. Exactement. Après avoir débattu plus de 4 heures et donc plusieurs audiences, cour d'appel, 20 minutes d'explication chacun, et jugement totalement à l'opposé, où plus de condamnation au titre du contrat américain et indemnité à percevoir au titre du contrat français. Donc on est passé du noir au blanc à nouveau. Et malgré derrière un recours en cassation et ensuite une nouvelle cour d'appel sur certains points, mais pas toute la procédure, des indemnités ont dû être versées à ce salarié. Et vous avez, là aussi, on passe du noir au blanc, alors qu'initialement, on avait un juge professionnel qui avait tranché le débat et qui avait, sur plus de 30 pages, donné raison dans un sens. Et on est passé dans l'autre sens. Bon. Donc ces deux événements, moi, m'ont marqué, d'une part, par le courage et surtout la clarté des juges en première instance, mais également par l'opposé. Le revirement. Le revirement total. Et donc, il y a un moment, on ne peut pas comme ça passer du noir au blanc. Et comment ça se fait, selon vous, qu'il y ait plutôt une décision de bon sens en première instance, et puis que derrière, en deuxième instance, donc en appel, ça soit un revirement du tout au tout? Parce que c'est même pas un peu de nuance, c'est un revirement du tout au tout. On a des anciens dirigeants qui sont condamnés très lourdement à payer des sommes importantes, et au final, qui se trouvent à partir avec un joli cachet et qui ont gain de cause. Alors, pour répondre politiquement, de manière correcte, politiquement correcte, on va dire. Non, mais je pense qu'il y a une vision qui est, au stade des cours d'appel, très juridique. Et avec le droit du travail a été fait en faveur pour protéger le salarié initialement, d'ailleurs, sur sa sécurité physique initialement. Et il y a culturellement, je pense que les choses sont orientées de cette manière. Et donc, forcément, si vous avez une manière de voir les choses, ça peut se ressentir sur les décisions qui sont prises ensuite. Voilà. Pour dire les choses. Alors, clairement. en plus, là, il s'agit, Bertrand, de cas extrêmement rares. Oui, si on revient sur le deuxième, licenciement pour faute lourde, qui ne s'est pas avéré à l'arrivée, mais ça n'arrive quasiment jamais. Pour expliquer un petit peu à nos auditeurs, un salarié peut être licencié à différents degrés. Tout à fait. Donc, il me semble qu'il y a la faute simple, la faute grave et la faute lourde. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce qui les différencie et ce que ça implique pour les salariés? Bien sûr. Alors, une faute simple ou une cause réelle et sérieuse, ça dépend de la qualification, permet au salarié d'avoir son indemnité de licenciement, son préavis, et la prise en charge par le chômage. La faute grave, prise en charge par le chômage, mais sans préavis et sans indemnité de licenciement. Et enfin, la faute lourde, c'est comme la faute grave, mais sans indemnité de congé payé, même s'il y a eu un revirement depuis la jurisprudence. Donc, les conséquences sont à peu près les mêmes. Mais la faute lourde, c'est une intention de nuire. Voilà. Et ça arrive effectivement très rarement qu'on puisse mettre en évidence une telle intention de nuire. Mais dans le cas que je citais du directeur général, quand on s'oppose à un rachat, alors que c'est la survie de la coopérative qu'on dépend et qu'on fait traîner les pieds, il y a un moment, la preuve était établie selon le premier juge. Parce que c'est à l'entreprise d'apporter la preuve. Oui, tout à fait. Et là, elle avait été démontrée a priori en première instance. Exactement. Et partenue comme telle en deuxième. Alors, de mémoire, je ne sais plus s'il y avait quand même retenu au titre de la faute grave ou de la faute sérieuse, c'est le licenciement avait, de mémoire, quelque part été validé, mais il y avait un package contractuel qui était prévu, même s'il y avait un licenciement. Donc, c'est à ce titre-là que le salarié a obtenu des indemnités. Voilà. Et donc, inversement, c'est au salarié de prouver, si c'est le cas, là je parle de manière plus générale, que c'est un licenciement sans cause réelle ni sérieuse. Oui, voilà, chacun apporte ses arguments et le juge tranche, regarde des éléments qui sont donnés, et parfois il y a des problèmes de preuve d'un côté comme de l'autre, et de conviction. C'est-à-dire qu'il faut emporter aussi, expliquer au juge en quoi, pourquoi et comment. Et l'un des problèmes aujourd'hui devant les cours d'appel, je le dis très clairement, et ça tous les avocats pourront vous le dire, c'est une grosse partie se fait à l'écrit, donc on arrive avec des documents importants, toutes des pièces qu'on remet aux magistrats qui vont étudier tout ça. Mais oralement, il faut pouvoir avoir le temps d'expliquer, le temps de faire comprendre. Et aujourd'hui, avec un quart d'heure, 20 minutes de plaidoirie, ça peut être suffisant dans beaucoup de dossiers, mais absolument pas dans d'autres. Et on ne peut pas passer, comme j'expliquais, de 4h30 de plaidoirie à 40 minutes. Quoi. Alors, pour bien comprendre les enjeux, si on revient un peu sur le fonctionnement en France de la justice liée au droit du travail, il y a 3 niveaux de décision et de jugement. Oui. Vous avez donc
le tribunal des prud'hommes en première instance, ensuite l'appel, et ensuite le pourvoi en cassation. C'est ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu les différences et ce que les juges vont interpréter, c'est-à-dire les faits, le droit, la procédure, qu'est-ce qui les différencie en fait ? Alors les deux premiers niveaux, c'est les faits et le droit. Mais le premier niveau sont des juges non professionnels, sont des représentants d'employeurs et des représentants de salariés, et qui, s'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, sont départagés par un juge qui est professionnel cette fois-ci. Deuxième niveau, la cour d'appel. Donc c'est la même chose, mais avec des magistrats professionnels cette fois-ci. Donc, et la différence, c'est que les cours d'appel, il y en a 16 en France, avec à chaque fois 3 magistrats qui siègent. Donc il y a peu finalement de magistrats en France qui tranchent le droit du travail au niveau des cours d'appel. Là où au niveau des conseils de prud'homme, vous en avez à peu près 1 à 2 conseils de prud'homme par département. Et au sein d'un seul conseil de prud'homme, vous avez multitude de représentants de salariés et d'employeurs. Donc c'est un brassage de nombre de personnes qui interviennent, alors qu'il y en a beaucoup moins au stade de la cour d'appel. Et le troisième niveau, au niveau de la cour de cassation, là c'est uniquement les points juridiques qui sont tranchés. On regarde si la règle de droit a été bien appliquée ou pas. Donc c'est peut-être pas tout à fait le vocabulaire juridique adapté, mais finalement les juges vont chercher une forme de vice de procédure, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est une interprétation de la règle. Est-ce que la règle a bien été interprétée ? C'est ça qu'on appelle la jurisprudence, parce que la règle peut être interprétée différemment au fil de l'eau, d'ailleurs. Et c'est vrai qu'il y a des revirements de jurisprudence, parce qu'on considère que cette règle, finalement, doit s'interpréter dorénavant différemment. Voilà. Et certains revirements ou grands dossiers ont fait foi en la matière, c'est-à-dire que la règle de base, le législateur avait dit X, et puis finalement, un cas particulier a dit Y, et derrière, c'est devenu un petit peu la règle. C'est ça, finalement, la jurisprudence. Oui, alors même si la loi encadre quand même le sujet, et comme on disait tout à l'heure, comme il y a une inflation législative, c'est-à-dire que la loi a tendance à encadrer. Des fois, la jurisprudence est transposée en droit de manière législative, et donc c'est pour ça que ça épaissit un peu le code du travail. Voilà. Alors Bertrand, qui dit travail, dit malheureusement parfois accident du travail. Oui. Dans votre carrière, vous avez été amené à accompagner des dossiers autour de ce qu'on appelle le droit pénal du travail. Donc malheureusement des cas tragiques où des salariés, des professionnels sont décédés dans le cadre de leurs activités. Il y a notamment 2 cas qui vous ont marqué. Est-ce que vous pouvez nous en parler, s'il vous plaît ? Oui, bien sûr. Alors effectivement, lorsqu'il y a un accident, quelle que soit sa gravité, il peut y avoir des poursuites pénales en fait contre l'entreprise au titre du fait que si son salarié a eu un accident, c'est que l'employeur n'a peut-être pas respecté son obligation de sécurité qui est dite de résultat. C'est-à-dire que le simple fait de constater un accident peut être amené à être considéré que, de fait, le résultat n'a pas été atteint puisque le salarié a eu un accident. Et malheureusement, j'ai eu à traiter de nombreux cas, notamment d'accidents du travail mortels. J'en ai 2 en tête, un qui était à Laval, où malheureusement un homme de 57 ans et un jeune de 20 ans sont tragiquement décédés sur le coup lors d'une intervention sur un poteau électrique. Et donc l'entreprise était poursuivie pour cette raison. Donc ce sont les logisticiens, les manutentionnaires que l'on voit parfois intervenir sur les pylônes électriques qui distribuent l'électricité au foyer. Oui, exactement. Ils devaient déposer une ligne qui était hors tension. Et il s'avère qu'ils ont accédé à un poteau avec une ligne qui était encore sous tension. Et donc forcément, l'électrocution était immédiate. Donc il y a eu un contentieux, donc forcément beaucoup d'émotions, puisque quand vous arrivez dans une salle de tribunal correctionnel avec le monsieur qui devait prendre sa retraite et tous ses enfants derrière et sa veuve, et le jeune de 20 ans qui avec ses parents et sa sœur, je crois. Qui était apprenti. Les syndicats qui sont là, les drapeaux, etc. Très chargés en émotions. Très chargés en émotions, forcément, mais avec une espèce de courage, entre guillemets, de la part du juge de première instance, comme également celui de seconde instance, comme de la Cour de cassation. Parce que là, qui, dans des circonstances qui sont humainement insupportables, ont néanmoins tranché en disant, effectivement, vous démontrez que l'entreprise avait bien respecté toutes ses obligations de prévention, avait mis en place beaucoup de process, et effectivement, c'est le facteur humain qui est intervenu malgré toutes ces procédures. Donc là, pour le coup, on est sur une situation où, alors que c'est dramatique au plan humain,
Et il y a eu un vrai jugement rendu, de mon point de vue, et qu'il a été à 3 reprises. Donc la responsabilité de l'entreprise dont vous défendiez les droits a été écartée dans cette affaire. Exactement. Donc ça, c'était un élément marquant de ma carrière parce que l'intensité était assez forte. Et j'ai eu un deuxième comme ça, cas un peu marquant, où là aussi, il y avait eu un décès d'un jeune ingénieur de 27 ans. Et là, on était à Carcassonne. Et dans cette hypothèse, le jeune ingénieur était décédé. Là aussi, l'entreprise employeur était poursuivie. Une entreprise de nettoyage, je crois. De nettoyage, exactement. Il intervenait donc chez un client extérieur. Exactement, il intervenait chez un client extérieur. Donc les 2 entreprises étaient poursuivies, le client extérieur, au sein duquel le salarié s'était déplacé, et l'employeur de ce salarié. J'interromps la vidéo 1 minute pour vous parler de notre guide Bourse. Il est actuellement en kiosque. Des premiers pas au premier million, comment investir en bourse. J'en profite aussi pour vous dire qu'il y a des liens cliquables dans la description de cette vidéo pour pouvoir vous abonner à nos revues. À très bientôt. Merci beaucoup. Donc, il a fallu débattre de tout le contexte. Et ce qui m'a marqué, en fait, dans cette situation, c'est que l'entreprise pour laquelle j'intervenais, comme l'autre entreprise d'accueil, a été vu sa responsabilité un peu retenue, mais à la fin de l'audience, en fait, la mère du défunt est venue me voir en me remerciant des mots que j'avais pu tenir, notamment à l'égard de son fils et de la retranscription de la situation. Donc ça m'avait particulièrement ému que cette dame, alors qu'elle avait perdu son enfant et que j'intervenais pour l'employeur de son enfant, était venue me voir en me tenant ces mots-là. Donc c'était parce que vous aviez trouvé les mots justes dans votre plaidoirie, et malgré le contexte, vous l'aviez touché. C'est ça, sans doute. Et donc, je peux dire que ça, c'est l'événement qui me tient le plus à cœur dans toute ma carrière. Ouais. Mais ça montre que c'est un petit peu un métier finalement d'équilibriste. C'est que voilà, tout le monde a le droit d'être défendu. Il n'y a pas une dualité bien-mal, mais là, en effet, on parle d'un jeune homme de 27 ans qui est décédé. Je pense que pour un parent, c'est la pire chose qui puisse arriver. Mais malgré les intérêts que vous défendiez en tant que professionnel, vous avez trouvé les mots justes. Et c'est un grand métier d'équilibriste, en fait. Oui, bah ça, c'est un peu d'expérience, un peu d'humanité. Et effectivement, je ne peux pas vous dire le contraire. Il faut savoir se positionner au bon moment. Dire les choses comme ça vient, après. Hein. C'est un jeu à la fois de... Enfin, c'est pas un jeu, d'ailleurs. Hein. C'est un travail, voilà. C'est un travail et de l'expérience. Voilà. Et d'autant plus qu'on ne l'a pas précisé, mais ce jeune homme, est, comme le premier cas dont vous nous parliez, est décédé dans des circonstances dramatiques. Il a été, je crois, happé par une machine de production à cause d'un vêtement. C'est ça, exactement. Son vêtement s'est pris dans une machine et l'a amené à être écrasé par cette machine en très peu de temps. Voilà. Les métiers industriels ou liés à la logistique présentent un risque de sécurité très particulier. J'imagine dans votre carrière, c'est beaucoup de cas comme ça que vous avez dû Oui, tout à fait. Et c'est vrai que c'est l'enjeu. Ça, pour le coup, on retourne à l'essence du droit du travail, parce que le droit du travail, lorsqu'il a été... les premières lois ont été prises pour protéger, en 1810, pour protéger les ouvriers qui étaient exposés humainement. Et donc, un accident, à l'époque, c'était plus de salaire. Donc, c'est comme ça que s'est construit, d'ailleurs, la sécurité sociale à travers cette première branche de l'accident du travail, historiquement en France. Donc, c'est vraiment l'essence du droit du travail, c'est ce domaine-là, de la santé, protection de la santé et la sécurité du travailleur. On peut imaginer qu'il arrive aussi, malheureusement, des accidents dans des secteurs peut-être moins exposés, comme le tertiaire. Vous avez eu l'occasion d'en voir dans votre carrière ? Oui. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, les choses ont basculé dans le tertiaire sous l'angle des aspects psychologiques et pas physiques. Parce que là, on est par exemple dans un bureau, il y a de la moquette, tout est beau, tout est propre. Mais les relations de travail, des fois, ne sont pas évidentes. Les choses vont vite aujourd'hui. Les gens ont du mal, des fois, à se comprendre. Et c'est toujours le problème de communication. Je retiens d'ailleurs cette phrase que m'avait dit l'avocat pour lequel j'ai travaillé à mon tout début, m'a dit: le seul sujet dans la vie, c'est la communication. Parce qu'il suffit qu'on ne se comprenne pas, qu'on comprenne les choses différemment, et chacun part dans son domaine alors qu'il faut s'expliquer. Donc il faut purger les problèmes. Et aujourd'hui, je constate, moi, que le problème de communication est important. Et c'est ça qui amène
des fois des risques psychologiques entre les personnes et des gens qui sont obligés de s'arrêter parce qu'ils n'arrivent pas à communiquer valablement côté salarié comme côté employeur. C'est très difficile à démêler ensuite le vrai du faux. Sur la fin de votre carrière d'avocat en droit du travail, vous avez constaté une augmentation des cas de maladies professionnelles liées à des burn-out, des dépressions, ce genre de choses. Oui, on voit effectivement. Alors même si c'est beaucoup mis en exergue également médiatiquement. On parle beaucoup de santé mentale, particulièrement. C'est ça. Donc il y a des gens qui ont tendance à se sentir vite pas bien, mais d'autres, c'est aussi la réalité. C'est très complexe en fait. C'est très complexe ces sujets-là, donc c'est très complexe à trancher également. Donc est-ce que un contexte professionnel, d'un contexte à l'autre, c'est très différent. Oui. Entre en jeu aussi les personnalités des uns et des autres. Il y a souvent le travail très rapide entraîne un manque de communication. On crève rarement l'abcès et derrière, ce sont pas des décès, mais finalement des drames socio-professionnels avec des maladies psychologiques parfois graves. Oui. Après, c'est vraiment quelque chose qui s'entremêle. On ne communique pas, chacun reste dans sa bulle, ça monte, puis un jour, ça sort ou ça sort pas. Mais des fois, ça se manifeste physiquement. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, on a ce genre de difficultés avec des salariés qui sont mal dans leur peau. Voilà. Mais c'est notre époque qui veut ça et je pense qu'il faut y faire attention. Aujourd'hui, tout le monde y fait attention, tout le monde a envie de faire attention. Mais il faut aussi savoir avancer. Et dans le monde de l'entreprise, on ne peut pas se permettre aussi... on doit avancer en tout cas. Voilà. Donc il faut le faire manager de manière adaptée. Et c'est ça qui n'est pas évident. Mais... En fait, en France, on voit le management souvent comme une promotion, alors que ça devrait plutôt être une compétence. Exactement. Et des études montrent qu'en général, des salariés qui quittent leur job ne le font pas pour leur mission ou leur poste. C'est souvent parce qu'il y a un problème avec un manager, parfois un peu toxique, où les relations ne se passent pas bien. Est-ce que là, on ne tient pas un petit peu le nœud du problème sur ces cas assez nombreux aujourd'hui ? Oui, alors vous avez des très bons producteurs qui, lorsqu'ils deviennent managers, eux, ils ne savent pas faire. Donc forcément, ils ne sont pas bons managers. Ils sont très gentils, ce n'est pas le problème. Mais ça ne se répercute pas bien vis-à-vis des équipes. Donc ce n'est pas facile. Et comme vous dites, aujourd'hui, le management, c'est une compétence totalement spécifique. Alors, on attend quand même du manager qui connaisse son métier, qui le maîtrise, pour qu'il soit reconnu par ses équipes. Donc c'est un profil qui est assez difficile de manager parce qu'il faut être à la fois bon techniquement, c'est quand même mieux, et avoir cette capacité de manager. Et ça, c'est pas donné à tout le monde, et les avocats les premiers d'ailleurs. Il faut avancer, c'est oui, c'est non, etc. Mais dans tous les métiers, c'est valable de la même manière. Et ces difficultés dans le tertiaire, vous les avez plus vues dans des startups, des ETI, des PME, des grands groupes du CAC 40 ? C'est un peu partout ? Tout le monde est concerné ? Oui, exactement. Il n'y a pas vraiment de contexte. Non, il y a tout secteur d'activité. Alors, après cette riche carrière en droit du travail, Bertrand, vous avez décidé de vous reconvertir et d'entamer une seconde carrière dans l'investissement, dans l'immobilier. Pourquoi, finalement, après tout ça, avoir décidé de vous reconvertir ? Alors, en fait, c'était quelque chose que j'avais toujours en tête depuis longtemps. Initialement, je voulais même monter mon propre cabinet au bout d'un an. Et comme j'avais été voir à l'époque mon maître de stage en lui disant, voilà, moi, je voudrais savoir si j'ai un avenir dans cette maison ou pas, parce que sinon j'ai envie de monter mon cabinet. Et finalement, j'avais eu un avenir, c'est bien passé, donc j'étais content. Mais ça revient toujours. Et le côté entreprendre, je voulais réaliser quelque chose. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, les avocats peuvent avoir des activités accessoires à leur activité principale d'avocat, et la loi a élargi les possibilités. Bon, moi, j'ai voulu, en tout cas, basculer complètement du côté entrepreneurial. Et j'ai choisi l'immobilier, alors d'une part parce que j'ai investi à titre personnel dans l'immobilier locatif, donc avec le levier de la banque, parce qu'en France, il y a quand même une énorme opportunité de pouvoir faire levier si on fait bien les choses et si on a un profil qui est rassurant. Et ça, c'est valable à tous les niveaux. Et c'est un point très important pour le revenu, notamment. Je pense que c'est en lien avec le développement de son patrimoine. Et j'ai voulu basculer sur l'activité immobilière de marchand de biens, parce que c'est une activité entrepreneuriale qui est très complexe, plus difficile que ça ne semble de l'extérieur. Ouais, le penser, oui. Ouais, exactement.
Et donc, c'est pour ça que je suis parti sur cette activité-là avec des associés. Et également avec cet objectif également d'aller plus loin sur l'entrepreneuriat et de m'associer ou de reprendre des sociétés à terme. Donc, c'est un objectif que j'ai et que je commence un petit peu à progresser sur ce sujet-là. Voilà. Donc pour nos auditeurs, marchand de biens, pour les non-initiés, c'est une activité d'achat et de revente de biens immobiliers avec l'objectif, comme tout investissement, de réaliser une plus-value. Exactement. Et cette plus-value, c'est le fruit de la valeur qui est apportée entre le début et la fin. Donc entre le début et la fin, c'est-à-dire entre l'achat et la revente, soit il y a des travaux qui sont faits qui donnent une plus-value, soit il y a des divisions qui sont faites qui donnent les plus-values, soit c'est un mélange des deux. Et il y a une ribambelle un peu de projets possibles qui apportent donc de la valeur au moment de la revente. Voilà. Donc il faut bien acheter pour avoir cette plus-value à la sortie. Sinon, en ce moment, le marché de l'immobilier, il faut être au bon endroit, au bon moment. Oui, il a connu quelques soubresauts ces dernières années. On ne peut pas dire que j'ai choisi la bonne période, d'ailleurs, mais je crois que c'est en commençant dans les phases les plus dures qu'on peut, après, sur la durée, prendre énormément d'expérience et être bien avisé. Oui. Voilà. Puis des situations un petit peu, pas de crise, mais compliquées, vous avez été amené à en gérer durant votre carrière d'avocat, parce que vous m'expliquiez que vous avez eu la volonté un peu de vous réinventer à 50 ans, d'entreprendre, de voir de nouveaux projets. Mais à travers cette carrière d'avocat, à travers les cas qu'on a abordés, qui sont quand même difficiles, on peut se le dire, il y avait une charge mentale qui devait être un peu assez lourde. Ah oui, c'est vrai que le métier d'avocat est un métier très prenant. Quand vous avez un volume d'activité également, vous êtes en charge mentale quand même sur X dossiers. J'avais mon équipe avec 4 collaborateurs avocats et une assistante, donc on a beaucoup de dossiers à gérer et forcément on les a tous en tête. Il y a les aspects humains qu'on évoquait et puis les aspects techniques, parce qu'on est sur une matière extrêmement technique qui bouge tout le temps, puisqu'on disait il y a beaucoup d'inflation législative, donc il faut se former en permanence. Et on est dans un endroit un peu conflictuel, parce que quand on est au conseil de prud'homme, c'est chacun défend son bout de gras. Et donc, on ne peut pas dire merci à tout. Et, voilà, c'est un peu difficile. Donc effectivement, la tension, ça je connais, pas de problème. et effectivement, dans l'activité immobilière, on a des situations où il faut savoir gérer plein de problèmes, où il y a de la tension. Des problèmes juridiques d'urbanisme, des problèmes de délai. Le juridique doit aussi être présent. Exactement. Sur tous les aspects, il y a le juridique. Donc, et alors, ma position avec mes associés sur ce volet-là, c'est d'être centré sur le volet juridique, forcément, mais le volet également financier. Donc, mon rôle étant de faire l'interface avec les banques et les investisseurs privés qui interviennent sur nos opérations, puisque l'activité de marchand de biens nécessite des fonds propres. Et donc, ces fonds propres, s'ils sont tous immobilisés tout le temps, capent un peu l'activité. Donc, le fait, pour nous, de faire intervenir des investisseurs privés, ça nous permet de pouvoir faire plus d'opérations qu'on en ferait avec nos propres fonds propres, le temps du débouclage de chaque opération. Donc, pour que nos auditeurs comprennent bien, pour financer ces projets immobiliers, vous faites ce qu'on appelle vous levez de la dette auprès d'investisseurs particuliers. Exactement. Alors, on lève la dette auprès d'une banque et on a plusieurs partenaires bancaires. Grosso modo, 80% de l'opération est financée par la banque lorsque celle-ci accepte de financer l'opération. Et il faut apporter 20% de fonds propres. Donc, sur une opération, par exemple, à 1 million d'euros, il faut apporter 200 000 euros de fonds propres. Donc, si on a plusieurs opérations, les fonds propres peuvent être... c'est pas extensible, infini. Et donc, on propose à des gens de notre entourage, anciens clients, famille, amis, et toute personne intéressée. Je travaille beaucoup avec des conseils en gestion de patrimoine, dont les clients sont intéressés pour aller sur ce type d'opération, parce que le rendement que l'on propose, qui est le minimum 8%, intéresse sur des opérations stables, intéresse leurs propres clients. Et puis surtout, moi je suis porté par un truc qui est assez important à mes yeux, c'est qu'on investit en France et qu'on fait travailler tout le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a bien entendu, on a bien compris qu'il y avait un petit trou dans la raquette au niveau de la sécurité sociale et du budget de l'État, et que tout vient de l'économie française. Donc si on ne fait pas travailler les entreprises en France pour le besoin du logement en France, parce que bien compris qu'il y avait un gros problème de logement et que malgré
Toutes les interventions des professionnels sur le secteur, ça bouge pas trop. Là, un tout petit peu, le rebond se parle, mais c'est assez incompréhensible. Donc, je suis assez animé par cette idée de dire, épargnants, mettez votre argent au service des entreprises françaises pour loger les gens à côté de chez vous. Et en plus avoir du rendement sur votre épargne. Voilà. Financer des activités dans l'économie réelle. Exactement. Plutôt que placer votre épargne sur de la bourse ou la crypto-monnaie très en vogue aujourd'hui, qui sont plus volatiles. Exactement. Que, vous le disiez, l'immobilier, ça peut intéresser des épargnants parce que c'est plutôt stable. On parle souvent de valeur refuge. C'est toujours le cas pour vous aujourd'hui ? Ah oui. Alors après, il faut apprécier l'opération immobilière dans laquelle on investit, forcément, parce qu'il faut quand même regarder si on est sur des prix de revente qui sont cohérents, si le marché se porte bien, etc. Donc, il faut quand même analyser l'opération. Et donc, c'est ce que l'on fait, nous. C'est-à-dire que, pour vous donner un ordre de grandeur, sur 100 dossiers qui nous sont présentés, on va aller sur 1 à 2 dossiers. C'est-à-dire que la majorité, on refuse. Vous faites ce qu'on appelle une due diligence ? Oui, alors ça, c'est dans l'analyse commerciale. C'est-à-dire que, et après, lorsqu'on retient le dossier, effectivement, là, on va sur tous les sujets et on regarde si on peut la mener, dans quel délai on peut la mener, parce que ce qui est important, c'est la durée de l'opération. Une opération qui fait 20% de marge, par exemple, c'est rien à voir si c'est en 6 mois, en 12 ou en 18. Parce que vous pouvez faire 3 fois ce type d'opération en 18 mois si vous les faites sur 6 mois chacune. Donc, trivialement, on peut dire vous regardez à cette étape-là si c'est un bon plan ou pas. Exactement. En résumé, ça revient à ça. Ça revient à ça, exactement. Donc, ça fait 3 ans que vous faites cette activité, Bertrand. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets de projets qui ont été financés vous parlez d'immobilier français, peut-être dans quelle zone géographique, qu'on soit dans le très concret. Alors, concrètement, on est sur la Loire-Atlantique, c'est-à-dire Nantes, tout le département, région de Nantes. Alors, certains disent la Bretagne. On va pas tenir ce débat aujourd'hui là, mais dans le débat. On va dire dans l'ouest français. Voilà, et donc à descendre sur la Vendée, principalement, c'est également en Vendée, en fait, et également département en dessous, qui est le 17, La Rochelle, et l'île de Ré. Voilà. Donc, on est sur l'île de Ré, sur plutôt du haut de gamme, on va dire. Des beaux produits, des belles rénovations et un pouvoir d'achat qui est assez élevé. Et en Vendée, c'est autre chose. C'est des logements plus petits. Et donc, on est sur des secteurs géographiques avec des produits diversifiés, parce que la sécurité, c'est souvent la diversification. Donc, c'est un peu notre approche d'aller sur des produits qui sont sécurs, et diversifiés. Et alors, plus récemment, vous avez un autre projet. Vous êtes associé avec un jeune homme, je crois, qui, lui, est expert sur la partie sécurité du travail, ce qui fait le lien avec vos anciennes activités. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, bien sûr. Donc là, c'est sur le côté entrepreneurial. Ouais. Et effectivement, là, je suis en phase de réflexion pour rejoindre une société qui est spécialisée en santé, sécurité au travail à 360 degrés. C'est-à-dire qu'il y a l'aspect matériel, tous les équipements de protection individuelle, etc. Et l'aspect service et formation, qui est plus un peu mon historique. Et on a une ambition assez forte. Donc, on est aux prémices un peu de ce développement, mais effectivement, ce serait d'avoir une société qui couvrirait à 360% les besoins des entreprises en France, voire en Europe, sur cette activité. Parce qu'il y a beaucoup de ramifications possibles. Et donc, c'est un projet à l'étude et à fort impact. Donc, pour vous, la boucle serait bouclée, là, compte tenu de votre carrière. J'imagine que vos anciennes activités juridiques, aujourd'hui, sont un vrai atout dans vos activités plus récentes dans l'immobilier et l'investissement. Oui, alors c'est vrai que pour avoir pratiqué pendant 21 ans, on se sent toujours avocat, en fait. On ne peut pas psychologiquement décrocher de cette manière de faire. On voit les choses sous ce prisme-là. Voilà, exactement. De la même manière, d'ailleurs, que le fait d'avoir fait une thèse à l'origine m'a beaucoup marqué dans ma manière de travailler également comme avocat. Donc c'est un peu la suite. Je suis un peu conditionné, forcément, par tout ça. Et donc, j'applique ces méthodes-là. Mais en même temps, quand on est entrepreneur, il n'y a pas que de la sécurité. Il faut aussi savoir prendre des risques, prendre des décisions, y aller. Donc, c'est un peu le balancement entre les deux. Ouais. Mais preuve qu'avocat-entrepreneur, ce n'est pas incompatible. Non. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, comme je disais, ça s'est un peu ouvert. Quand j'ai commencé, c'était l'avocat, il ne devait pas être commerçant. Il ne fallait pas qu'il fasse de l'entreprise. Oui. Donc là, c'est le barreau.
qui pouvaient, entre ouvert. guillemets, vous taper sur les doigts s'ils voyaient que ça. vous étiez un petit peu trop commerçant, un peu trop entrepreneur. Voilà. Et en gros, les avocats peuvent être appelés à l'ordre avec pas des mises en demeure, mais j'imagine on peut vous dire, monsieur, voilà, vous êtes avocat, ça vous évitez. Voilà, mais légalement, tout ça c'est beaucoup élargi. Et aujourd'hui, l'avocat peut faire toute une multitude de fonctions accessoires, dites accessoires, qui peuvent l'amener à faire beaucoup d'autres choses, notamment dans le domaine de la formation, dans le domaine d'enquête. Enfin, je pourrais passer en revue, on peut être mandataire en transaction immobilière. Enfin, il y a toute une série de choses, mais avec la déontologie de l'avocat. Oui. Et c'est vrai que la déontologie, c'est un concept qui n'est pas facile à manier parfois au plan entrepreneurial. Donc, moi, je garde la déontologie de mes années de pratique, mais je ne suis plus dans le ressort du barreau. Peut-être qu'un jour, ça reviendra, je ne sais pas. C'est pas le projet actuel, mais on est toujours conditionné par son parcours et donc moi le mien en tant qu'avocat. Bien sûr. Et vous parliez dans le cadre de vos activités de marchand de biens de levier. Oui. Donc c'est le levier de la dette, le levier bancaire. Oui. C'est-à-dire que plutôt que de lever de la dette pour financer des projets qui décotent, c'est ça. Ce que peuvent faire des particuliers par exemple en achetant une voiture qui perd très vite de la valeur. Là, l'idée est de créer de la valeur grâce à ce levier, par exemple en investissant dans un projet immobilier qui est susceptible de prendre de la valeur, voilà, pour parler un petit peu de ce fameux effet de levier, qui est un concept quand même bien connu des investisseurs. Il me semble que le levier, c'est le nom d'ailleurs que vous avez donné à un club d'investissement. Exactement, donc initialement, j'ai fait un club d'investisseurs pour financer des opérations. Donc, j'ai réuni des gens qui étaient intéressés pour placer de l'argent. Et là, j'ai élargi la notion en créant un groupe qui s'appelle Le Levier et qui réunit en fait des gens pour d'abord avoir un réseau. Parce que dans ce milieu-là, ce que je regrette dans mon cas, mais on ne fait pas sa vie, c'est de ne pas avoir connu plus tôt en fait, toute cette formation aux notions économiques, aux notions financières. J'étais un avocat, donc je faisais du droit, point final. Quoi. Et quand je me suis posé la question de me dire, tiens, mais je pourrais peut-être faire autre chose, il a fallu que je m'intéresse à comment faire du jour au lendemain, de passer d'avocat à autre chose. Et donc, c'est vers l'immobilier que je me suis tourné, vers les raisonnements financiers. Et donc, j'ai compris ce qu'était que le levier de la dette. Donc, ça permet de pouvoir acheter un immeuble ou un appartement et vous avez un crédit, vous remboursez 500 ou 1000 euros et vous avez un locataire qui paye le loyer de 500 ou 1000 euros. Qui rembourse votre emprunt. Et donc, malgré... emprunt. Voilà, et après, il y a l'impact fiscal, parce que vous êtes normalement assujetti à l'impôt sur vos revenus, mais si vous faites des travaux, si ceci, si cela, vous avez toute une série d'hypothèses où vous pouvez ne pas être trop fiscalisé. Et donc, et c'est ça qui crée du logement en France. C'est le statut du bailleur privé. Donc, et aujourd'hui, je me plais à pouvoir former les gens à cette démarche, notamment des gens qui arrivent à 30-35 ans, c'est le bon moment, et bien avant, de surcroît. Donc, sur l'aspect immobilier locatif et sur l'aspect marchand de biens. Parce que là aussi, c'est un réseau qui compte. Il faut être au contact, en fait, de gens qui font la même chose pour avoir une émulation et faire des projets ensemble, tout simplement. Et donc ça, j'ai créé un mastermind, donc, comme on dit aujourd'hui, où on se voit 4 fois dans l'année, en bord de mer, près de Nantes, et des intervenants extérieurs, de la confiance qui s'instaure dans la durée, et des projets qui émergent. Et surtout, vous ouvrez, dans ces cas-là, à des notions que vous n'auriez jamais eu à connaître par vous-même. Alors, sur YouTube, on trouve pas mal de choses. Mais il y a un moment, il faut être au contact de gens qui ont déjà fait. Bien sûr. Il y a beaucoup de choses sur YouTube et les réseaux sociaux, mais tout n'est pas bon à prendre. Et je pense que rien ne vaut le conseil d'un vrai expert certifié, agrémenté. Ouais, c'est mieux. Et de gens qui font et qui ont déjà fait et qui continuent à faire. Et donc, quel est le profil de ces personnes? Des gens à qui manque peut-être un petit bagage financier, juridique, que vous accompagnez pour les aider à faire de meilleures opérations? C'est très variable. Vous avez des gens qui sont dans tous les métiers. Mais qui se rendent compte que ils pourraient faire des choses, mais ils osent pas, ils savent pas, ils ont besoin de ce petit coup de pouce en fait. Oui. Donc ils ont besoin d'être encadrés en disant mais si tu vois ça c'est intéressant pour telle et telle raison, ça non on n'y va pas.
Et donc, c'est cet entourage qu'on essaye de créer. Pour certains, en les accompagnant, en les formant. Pour d'autres, ils n'ont plus besoin d'être accompagnés et formés. Mais en fait, on se forme tout le temps. Oui. Et on a tellement de choses à apprendre. Et d'ailleurs, c'est ça qui a participé de ma démarche. Moi, c'était de me dire, au niveau droit du travail, j'avais fait un peu le tour et je voyais plus beaucoup apprendre, en fait. Et je voulais repartir sur un domaine où on peut apprendre. Et là, je suis servi parce qu'en matière d'investissement, on peut apprendre. Il y a pas mal de choses. Énormément. Mais vous disiez, on apprend à toute étape de la vie, surtout sur des matières assez complexes que peuvent être l'immobilier, l'investissement ou encore le droit. Oui, c'est très complexe. Vous avez les aspects fiscaux, les aspects d'urbanisme, les aspects de droit privé quand vous êtes dans une copropriété. Et puis, il y a la vie de manière générale. On est des humains, donc les interactions, il faut aussi pouvoir les gérer. Il peut se passer plein de choses. Donc, oui, c'est vraiment un milieu... alors, c'est ça qui réfrène un peu les gens en se disant, mais si j'investis, je vais avoir mon locataire qui va m'appeler, je vais avoir ceci, je vais avoir cela. Et quand on prend les problèmes les uns après les autres, c'est comme dans un tableau Excel, on met en face la solution. Et généralement, on trouve les solutions. Donc, certains n'iront jamais parce qu'ils n'ont pas envie. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un vrai sujet d'éducation financière. Je pense que les jeunes, ils ont besoin d'être éduqués à ça. Qui est criant en France. Les études montrent que le manque de culture financière en France est prégnant. Et c'est pour ça qu'on ne comprend pas aujourd'hui, dans l'État-providence dans lequel on est on est habitué à ce que l'État réglemente toute une série de choses, mais on a oublié que c'est quand même l'économie qui est à la base de l'État-providence. Donc aujourd'hui, les concepts économiques, c'est important de les comprendre. Et de comprendre comment ça marche. C'est pas descendant, quoi. Ça émerge d'abord de l'économie réelle. Donc, c'est ça qui, aujourd'hui, je pense, fait défaut dans notre système d'éducation. Donc, il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine-là. D'où le fait de pouvoir faire un petit peu ce genre de réseau destiné à encadrer les gens. Et voilà. Et donc, c'est vous-même qui animez ces masterminds ? Oui, alors ça, en l'occurrence, c'est moi qui les anime avec d'autres marchands, d'autres opérateurs. Oui. On est plusieurs. Et c'est un système de mentorat. D'accord. Et je suis impliqué justement dans un autre réseau qui s'appelle le Cercle des mentors optimistes, où on essaye également de donner un peu de temps avec des gens d'expérience sur des gens qui débutent dans leur activité ou qui veulent se reconvertir. Donc, c'est vraiment sous la méthode du mentorat qu'on accompagne les gens en disant voilà, on est passé par là, on peut te faire part de notre expérience et t'accompagner dans ta démarche. Et donc ça, n'importe quelle personne intéressée par ces sujets-là peut s'y inscrire ? Oui, bien sûr. Il n'y a aucune difficulté. C'est 4 rendez-vous dans l'année, en bord de mer. On est dans des beaux locaux et on prend plaisir à se retrouver dans un bel endroit. Vous avez la date du prochain, date et lieu ? Oui, effectivement, ce n'était pas prévu de vous en parler, mais c'est fin mars. D'accord. Dernier week-end de mars, à Pornichet, près de la Baule. Donc, le cadre plutôt sympathique. Le cadre est très sympa. Pornichet, la Baule, c'est une belle région. Et c'est plutôt là-bas que ça se passera de manière... sur les 4 rendez-vous dans l'année. Ouais, voilà. On proposera le lien d'inscription dans la description de nos vidéos. Je pense que ça pourra intéresser les gens qui s'intéressent à toutes ces thématiques, notamment dans la région du Grand Ouest, on va le dire comme ça. Exactement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Bertrand. Je vous en prie, c'est un plaisir. J'ai une dernière question. Oui. Est-ce que vous investissez en bourse ? Alors, à titre personnel, non. Parce que j'ai mis mon focus sur l'immobilier, mais c'est sans doute un défaut que j'ai. Alors, on ne peut pas tout faire. On ne peut pas tout faire. Mais il y a beaucoup de choses à faire, effectivement, en bourse également. Ouais. Et il vaut mieux investir dans ce qu'on se connaît. C'est ce que disait un certain Warren Buffett, qui n'est pas inconnu dans le monde de l'investissement. Effectivement. Non, je vous en parle parce Le Revenu a sorti récemment ce guide bourse que vous pouvez voir, qui est disponible en kiosque. Et donc, c'est un guide qui a vocation à accompagner les boursicoteurs, les débutants, jusqu'aux investisseurs un peu plus expérimentés. Voilà, donc c'est un guide complet de 68 pages. Et puis, j'en profite pour vous rappeler que le magazine mensuel du Revenu, le premier de l'année 2026, est toujours en kiosque. Donc, c'est un numéro baptisé « Avis de tempête sur votre épargne ». C'est vrai qu'entre l'actualité fiscale, économique et même géopolitique, en ce début d'année 2026, c'est toujours bien d'avoir quelques conseils. Donc, ce sont des numéros que vous pouvez retrouver en kiosque ou sur abonnement sur notre site. Et puis, je vous invite, si vous avez aimé cette interview avec Bertrand Salmon, à en découvrir d'autres sur la chaîne du Revenu et à vous abonner. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée à tous.